Merci de rester à notre compagnie dans cette émission échange consacrée à l'enseignement des sciences dans les langues maternelles. Alors, professeur Gangue, vous nous parliez du chevronnisme ou quelque chose comme ça. Oui, tantôt je disais, être chauvin, c'est être admirateur et avoir la fierté de parler sa langue et d'entendre l'autre parler sa langue à soi. En conséquence, les parents, aussi bien que les enseignants, sont fiers d'apprendre aux apprenants le savoir dans la langue maternelle. Mais ils découvrent finalement que cet apprentissage ne leur croit pas assez de chance dans l'insertion. L'une des problématiques, l'un des handicaps, c'est le débouché, la finalité. Qu'est-ce qu'on devient avec le V? Qu'est-ce qu'on devient avec l'anglais? Qu'est-ce qu'on devient avec le français? Qu'est-ce qu'on devient avec le cabiai? Ce ne sont pas les mêmes réponses. Donc, toute politique qui choisit une fonction devait pouvoir choisir le profil de sortie et l'insertion. Sinon, les parents sont d'emblée partants à la lumière des résultats que j'ai sur le terrain. Que leurs enfants parlent leur langue maternelle, qu'ils apprennent le savoir dans cette langue maternelle. Mais ce qui fait souvent le blocus, on ne précède pas cette activité par la sensibilisation. Communiquer, échanger, faire comprendre l'intérêt, les motifs, les raisons pour lesquelles nous avons choisi telle politique et non telle autre. Docteur Afanou, est-ce que l'éducation multilingue est abordable? L'éducation multilinguiste est abordable. C'est bien abordable parce qu'il faut savoir que l'enseignement ou la capacité de pouvoir parler plusieurs langues, ça dépend de l'organisation de la famille dans laquelle vit l'enfant et de l'école en fait. L'enfant apprend très rapidement la langue que parle sa maman. Si la maman parle l'allemand, l'enfant parle très rapidement l'allemand. Mais le réglage doit être fait pour que, à partir de 4-5 ans, quand l'enfant commence à aller à l'école, peut-être même un peu plus tôt, la langue que l'enfant apprend à l'école, il faut un peu lever le pied et lui parler une autre langue à la maison. Ça permet à l'enfant d'apprendre 2, 3, voire 4 langues facilement. Moi, je connais des jeunes de 8 ans qui parlent 4 langues, 5 langues sans difficulté. Il faut savoir que nous avons notre langue maternelle, nous avons appris le français et nous avons fait des études en français. Il y a des Camerounais ou plusieurs nationalités africaines qui ont leur langue maternelle, qui ont appris le français, puis l'anglais, et puis qui ont fait des études supérieures en néerlandais ou en allemand. Donc, tout revient, en fait, quand je veux aborder un peu sur ce que disait le professeur, il faut poser l'aspect social de la chose dès le début. Quand on veut parler en langue maternelle, ce n'est pas pour un débouché, mais c'est pour une identité. Il faut si moi, noir que je ne suis pas en mesure de parler la langue maternelle, en fait, je ne trouve pas mes repères. Je n'ai pas mes repères. C'est sur le plan identitaire qu'il faut insister sur l'acquisition des compétences de pouvoir s'exprimer et, si possible, écrire en langue maternelle. Maintenant, de l'autre côté... Donc là, il ne faut pas juste enseigner les sciences, mais tout enseigner. Il faut, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Parce qu'il ne faut pas seulement enseigner les sciences. Parce que dans le domaine scientifique, il faut savoir que nous allons, peut-être si nous poussons vers l'enseignement des sciences en langue maternelle, il faut se poser la question de savoir est-ce que nous n'allons pas créer un décalage par rapport à la réalité? Est-ce que nous n'allons pas créer un retard par rapport à ce que cela doit être? Parce que le temps de pouvoir transporter... Le projet a été lancé au Nigeria. En 2017, le ministre de l'Éducation nigérien a lancé une grande campagne sur l'enseignement des sciences dans les langues nationales. Ils avaient choisi 3 langues à l'époque. Mais l'objectif pour eux, c'est de faire en sorte que l'apprenant, je dirais, s'intéresse aux matières scientifiques. Pour moi, déjà, la base est fausse. Parce que ce n'est pas parce qu'on enseigne les sciences dans la langue maternelle que l'apprenant va s'intéresser à la science. L'apprenant s'intéresse à la science par rapport à la façon dont le cours a été donné. Parce que quand vous me parlez de l'électrolyse de l'eau, de la poussée d'Archimède, de la loi de Laplace, de la loi d'Ohm, et que je ne vois rien, c'est des choses que vous écrivez au tableau. Mais comment voulez-vous que je m'intéresse à cela? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Nous, à OPEM, nous enseignons les sciences et nous avons des élèves en 6e qui demandent même s'ils peuvent venir à l'école samedi.
Parce que dans notre cursus, nous avons de la programmation, nous suivons le programme togolais, mais par rapport au programme togolais, nous avons toute une série de disciplines, la technologie, la programmation, le laboratoire, tout ce que l'enfant fait, il le voit. Et de l'autre côté, il faut également savoir que la finalité de l'école, ce n'est pas de trouver un métier. On se trompe souvent pour dire que je vais à l'école pour pouvoir trouver du travail. Non, je suis désolé, mais l'école ne forme pas pour trouver... Aujourd'hui, on doit changer de mentalité. Oui, bien sûr, il faut absolument changer de mentalité. On va à l'école pour acquérir des compétences nécessaires pour résoudre les problèmes que la vie nous pose. C'est ça, en fait, l'objectif de l'école. Quand on va à l'école, on s'équipe, on se dote de la capacité mentale pour régler les problèmes que nous allons rencontrer dans la société. Trouver du travail, ce n'est qu'un seul problème qu'on rencontre dans la société. Mais si vous n'êtes pas instruit, suffisamment instruit, mais vous allez choisir des mauvaises solutions aux difficultés que vous rencontrez dans la vie. Donc, aller à l'école, la finalité, c'est pas pour trouver un travail, mais c'est pour avoir des compétences nécessaires pour pouvoir résoudre les problèmes que la vie nous pose. C'est ça, en fait, l'objectif. Professeur Gangué, merci. Une observation. Oui, je voudrais bien conclure comme lui, mais il faut aussi comprendre une chose. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'intérêt, et vice-versa. La finalité de toute école, c'est de s'épanouir. Je suis d'accord. Mais l'épanouissement doit pouvoir me conduire à m'insérer. L'insérer, ce n'est pas trouver un emploi, mais on peut s'auto-employer. Trouver des solutions aux problèmes qui se posent à moi sont déjà des préoccupations, sont déjà des emplois. L'emploi, ce n'est pas seulement ce qui est rémunéré. Est-ce que c'est une occupation avec un gain, quelle que soit la nature de celui-ci? L'enseignement des langues maternelles dans les sciences, c'est là le problème qui est posé. Est-il possible? Oui. Cet enseignement est possible. Mais comment? C'est à cette question-là qu'il faut répondre. Et c'est là où on doit convoquer maintenant les programmes, les politiques, le processus qui devait nous conduire à pouvoir équiper nos langues pour pouvoir que celles-ci puissent être enseignées et traduire les faits mathématiques, les faits technologiques. La poussée d'Archimède, là, le gentleman, ce ne sont que des inventions pour répondre à des réalités qui font face. Les langues africaines sont outillées. Mais dans le contexte actuel de l'évolution de la technologie et des besoins réels et imminents, on ne peut pas attraper le bon à ce niveau. Il faut partir sur la base. Professeur Gangué, 60 ans après les indépendances, l'Afrique attend toujours son prix Nobel scientifique hors Afrique du Sud. Est-ce que, selon vous, l'enseignement des sciences en langue maternelle peut changer la donne? L'enseignement des langues, des sciences en langue maternelle devrait pouvoir changer la donne, mais ce n'est pas un facteur important qui fait que l'Afrique n'a pas encore son premier prix Nobel hors Afrique du Sud. Donc vous rejoignez de Dr. Afan. Oui. Pourquoi? Parce que les prix Nobel, les découvertes sont des résultats d'un processus. Si vous voyez. Et le processus, il faut d'abord le construire à la base. La recherche en Afrique est abondante. Et l'attribution des prix, vous le connaissez mieux que moi, obéissent à un nombre de principes. Je prends l'élaboration ou la mise sur pied de Tchakpalo, de Tchouko ou de Sodabi. C'est un processus scientifique. Des boissons locales. Boissons locales. Ce sont des processus locaux et des processus qui conduisent au résultat. Mais est-ce que du Sodabi a une fois eu un prix Nobel? Non. Pour des raisons peut-être liées aux langues maternelles. Nos langues maternelles produisent des résultats, mais nous n'avons pas cette capacité d'outils de pouvoir traduire ce que nous avons reçu, ce que nous avons fait, ce que nous avons obtenu en termes de notices d'usage. Et nous n'avons pas de licence pour des raisons aussi que nous ne pouvons pas traduire ce qu'on a fait à travers nos langues. La langue est un facteur important d'identité, je suis d'accord, mais également de paternité. Moi qui fais une découverte, certes, au Togo, je peux partir de la langue française, de la langue anglaise ou le mandarin pour pouvoir avoir la licence. Mieux, cette licence serait beaucoup plus identitaire si j'utilisais la langue de découverte, la langue culturelle. Mais je précise que le fait que l'Afrique n'a pas encore connu son premier prix Nobel hors Afrique du Sud
la langue maternelle n'est pas le seul facteur, mais devrait contribuer en principe en réalité. Je pense qu'on dit la même chose, mais il faut voir à certains niveaux. Parce que la question est bien posée. On n'a pas de prix Nobel en Afrique du Sud jusque-là, mais la question est fondamentale. Parce que là, nous parlons de Soulabi, etc. C'est vrai que ce sont des réalisations, mais qui sont des réalisations très locales, en fait. Un Nobel Prize, c'est un apport scientifique qui sert à l'international. Donc, c'est le résultat d'une recherche, en fait, qui a fait avancer, qui a créé un bond dans la recherche scientifique, en fait. Et sur ce plan, quand nous parlons de recherche, nous ne faisons pas de recherche en Afrique. Malheureusement, je suis obligé de le constater. Parce qu'on n'enseigne pas les sciences en langue maternelle? Non, du tout. Ce n'est pas ça. C'est parce qu'on n'enseigne pas les sciences convenablement. Je dirais même que je vais être peut-être un peu plus direct, mais on n'enseigne pas les sciences en Afrique. Oui, on enseigne l'histoire en Afrique, l'histoire des sciences, mais on n'enseigne pas les sciences en Afrique. C'est de la réalité. Parce que prenez un étudiant qui a fait une licence en sciences appliquées à l'université et demandez-lui combien de laboratoires il a fait de la 6e jusqu'à son diplôme de licence. Il en a fait peut-être une dizaine. Et ça, c'est insignifiant. Quand vous prenez un pays, nous à OPEM, en 6e, une année de 6e, les élèves font plus de 15 laboratoires. En 6e, uniquement en 6e. Vous avez des étudiants qui sortaient, ou quand vous délivrez un diplôme de bac C ou de bac D en 1960, en 1970 par exemple, ce sont des diplômes scientifiques. Un bac C, un bac D, ce sont des diplômes scientifiques. Aujourd'hui, vous pensez que le bac C, le bac D, c'est un diplôme scientifique? Vous délivrez un bac C à un étudiant qui ne sait pas écrire une seule ligne de programme. Il ne sait pas coder, il ne sait pas écrire, dessiner un schéma en dessin AutoCAD, en dessin, je dirais, en outil de modélisation. Un étudiant qui a son bac C, mais qui n'a jamais manipulé lui-même la titimétrie, l'attaque des métaux par les acides, ou tout ce qu'il a vu en physique, en chimie, il ne l'a jamais fait concrètement. Et le prof ne l'a même pas fait devant lui. C'est juste la théorie. Vous appelez ça un bac scientifique? C'est ça, en fait, c'est vers là qu'il faut se poser la question pour voir est-ce que cet enseignement nous conduira à avoir des Nobel Prize en 10 ans, en 15 ans, en 20 ans? Malheureusement, je dirais non. Donc la question de l'enseignement des sciences en langue maternelle, le professeur l'a dit, c'est quelque chose sur lequel nous devons réfléchir. Mais notre besoin, c'est le développement national, c'est le développement du pays. Et pour cela, nous devons revoir la façon dont nous enseignons les sciences. Justement, voilà. De quelle façon on doit enseigner les sciences pour contribuer à l'atteinte des objectifs du programme universel de l'agenda 2060? La question est très bien posée. Pour l'Union africaine dont vous êtes en expert. Tout à fait. La question est très bien posée. Ce que nous faisons à OPEM, et qui est une école modèle pour l'Union africaine, c'est de mettre les jeunes apprenants africains dans le même environnement éducatif que leurs homologues des pays développés. On enseigne au Togo, au Nigeria, au Bénin, au Gabon, comme on enseigne en France, au Canada, aux États-Unis. C'est la seule façon. Si nous ne le faisons pas, nous aurons toujours un décalage. Parce que concevoir, fabriquer, ce n'est pas inné, pas certain, et qui doivent nous transformer, nous, comme des consommateurs. À OPEM, nous avons des élèves de 12 ans. Ils sont sortis du CEPD, ils ont fait 2 ans. Ils écrivent une application professionnelle. Ils écrivent une application qui est complètement professionnelle, utilisable, commercialisable. C'est parce que notre modèle d'enseignement, nous enseignons comme on enseigne à Liège, à Bruxelles. Donc, si vous mettez les jeunes Africains sont très talentueux. Le professeur l'a dit, sont des génies, en fait. Mais si l'enseignement que vous leur prodiguez ne les intéresse pas et qu'ils ne voient pas, ils ne se projettent pas à travers ces enseignements et qui ne peuvent pas concevoir, innover, découvrir dans ce que vous leur proposez et qui copient des choses sur le cahier mais qui ne comprennent pas. Et c'est de ça, en fait, dans la grande partie des écoles, les élèves copient. Mais j'ai vu des cours des élèves, mais j'étais offusqué, j'étais malade en tant que père. Je me dis, mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire des choses à un enfant qui n'a pas touché, qui n'a pas manipulé, sur lequel il n'a pas fait des erreurs, qui n'a pas corrigé des erreurs. Et ça, ce n'est pas une acquisition de compétences. Nous sommes au XXIe siècle. Et les défis d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est l'intelligence artificielle. Nous n'allons pas faire un bond pour être au même niveau que la Chine, les États-Unis, l'Europe, mais nous devons nous dire que ce que la Chine a fait à 60 ans, l'Afrique doit pouvoir le faire en peu de temps, parce que le travail chinois facilite énormément notre capacité d'acquérir de la technologie. Mais ça, c'est un aspect qu'on oublie. Donc, comment est-ce qu'on enseigne le curricula, le programme d'enseignement?
la formation des enseignants, l'équipement de matériel de laboratoire, l'expertise, le savoir-faire. Et nous n'attendons pas que quelqu'un vienne équiper nos écoles, mais ce que nous faisons également à OPEM, c'est de former les enseignants pour qu'ils fabriquent des équipements pour pouvoir rendre la science évidente pour les enseignants, pour les élèves. Professeur Gangué, est-ce que vous pensez qu'il faut revoir nos curricula? Absolument, je ne suis pas bien outillé pour le dire, mais l'environnement dans lequel nos apprenants rentrent en connaissance de savoir mathématiques, physique et chimie, je le dis haut, n'est pas approprié. Nous faisons de la théorie pour la théorie. Tout à fait. Moi qui suis ici jusqu'en 4e, je ne connaissais pas ce qu'on appelle l'interrupteur. Ça s'appelle de la 4e qu'on nous a appris ce qu'on appelle l'interrupteur. On dit soit une ampoule allumée, voilà. On dessine au tableau. Vous n'aviez pas d'électricité? Non, il n'y a pas un équipement qui met en œuvre l'interrupteur, le conduit électrique, voilà. pour que l'apprenant voit le système d'allumage, d'éteignage et comment les électrons fonctionnent pour produire de l'électricité. Tout à fait. Et ça continue? Absolument, dans certains contrées, ça continue. Malheureusement, professeur, je ne vous coupe pas, mais le problème, c'est que ce que le professeur souligne, pour installer cela, on n'a pas besoin de 2000 francs CFA. On n'a pas besoin de 2000 francs CFA. Ce que le professeur souligne, c'est un équipement que toutes les écoles secondaires doivent avoir au Togo. On n'a pas besoin de l'argent, on n'a pas besoin de quelqu'un qui doit nous ramener ce matériel. C'est une prise de conscience. Absolument. Voilà. Donc, ici, il faut revoir l'environnement dans lequel nous apprenons les sciences. Il faut booster les politiques. Il faut que nous apprenions à nous départir des attentes de l'extérieur. Tout à fait. Il faut que nous nous y engageons. Il faut que nous définissions nos projets. Et les projets, c'est le développement technologique, le développement social, le développement humain. Et qui parle de l'humain, parle de l'ensemble. Et dans l'ensemble, ce que dit le collègue, c'est que nous devrions comprendre qu'on ne peut pas attendre encore longtemps. Nous devons être importants sur le plan international. Merci, monsieur, d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci, professeur Martin Gangué. Vous êtes linguiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Merci également à vous, docteur Victor José Afanou. Vous êtes directeur général de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers, chercheur sur le système éducatif africain, expert de l'Union africaine pour l'enseignement des sciences et de la technologie. À vous qui nous avez suivis, à bientôt pour un nouveau numéro de Échange.